Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Aujourd'hui, on reçoit pour la deuxième fois Emeline Manson, qui est spécialiste en cybersécurité, prévention de fraude. Elle a sa propre boîte Cyclic et elle est chargée de cours à la Polytechnique en cybersécurité, prévention de fraude. Puis, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On parle de la fameuse loi 25, une loi qui est très méconnue. Donc, sans plus tarder, on passe. Emeline, merci beaucoup de revenir sur notre podcast. On a eu beaucoup de plaisir la dernière fois de parler de cybersécurité. Je pense que tu m'as fait faire des cauchemars pendant un certain moment, mais j'en ai appris beaucoup. On s'est amélioré pas mal sur plusieurs points, puis j'ai réussi à retrouver le sommeil depuis, j'espère. Donc, on récidive aujourd'hui, mais aujourd'hui, on parle d'un sujet complètement différent. On parle encore de sécurité dans l'univers informatique, mais on va parler de la loi 25. Qu'est-ce que la loi 25 pour introduire aux gens qui peut-être en ont jamais entendu parler? 3 mots, protection des renseignements personnels. C'est plus que 3 mots, ça, finalement. 4 mots. Ouais. Protection des renseignements personnels, c'est ça, la loi 25. Puis tu dis, on est dans un tout autre sujet, mais pas tant que ça. Tu vas voir, je vais faire beaucoup de liens avec la cybersécurité parce que c'est une chose d'être conforme à la loi. C'est génial d'avoir sa petite checklist. Hop, on a décroché partout. Super, on est conforme. Mais on veut maintenir la conformité aussi. Et ça passe par de bonnes pratiques. La cybersécurité embarque un peu plus. Loi 25, qu'est-ce que c'est? C'est donc une loi qui existait déjà avant, mais qui a été modernisée par notre gouvernement au Québec. Donc, c'est une loi provinciale et qui vient renforcer, modifier toutes les dispositions qui touchent la protection des renseignements personnels des citoyens, des citoyennes, du public, des particuliers. Et aujourd'hui, n'importe quelle organisation, n'importe quelle entité, qu'on soit une OBNL, qu'on soit peu importe, on est responsable des renseignements personnels qu'on collecte, qu'on détient, qu'on conserve. Et il faut s'assurer, ce qu'on veut, c'est éviter les fuites de données, tout simplement. Et puis, donc, la loi est en vigueur déjà. Pour le bien du podcast, je vais faire... moi, j'ai touché déjà... On a passé à travers le processus un peu. J'aurais aimé ça t'avoir avant qu'on commence le processus parce que, évidemment, c'est assez complexe comme loi. Il y a... tu sais, de façon générale, mon approche était au départ de « OK, bon, écoute, on n'a pas eu de fuite de données, il n'y a pas de problème, right? » Mais c'est pas vrai. Il y a quand même certaines subtilités à faire. Puis là... un des plus gros échelons qui s'en vient, c'est septembre 2023. Donc, septembre 2022, parle-nous un peu c'est quoi qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Là? Admettons qu'on est une PME, puis qu'on est assujetti à la loi, ou en fait, est-ce qu'on a besoin d'être une PME? Est-ce que si on est travailleur autonome, est-ce qu'on est un individu, est-ce qu'on est assujetti? Comment ça fonctionne? Très bonne question, plein de bonnes questions. Effectivement, tu disais c'est une loi qui est déjà en vigueur. C'est plus ou moins vrai. Et bref, tu l'as dit après, en fait, c'est une loi qui entre en plusieurs phases, qui entre en vigueur de façon graduelle, où est-ce qu'on avait des choses à mettre en place en septembre l'année passée, le 22 septembre pour être exact. On a des choses à mettre en place en septembre, genre demain matin, c'est 2023, et des choses à mettre en place pour 2024. Et en fait, pour savoir est-ce que ça me concerne ou non en tant qu'entité, en tant qu'organisation, en tant qu'association, c'est que du moment où est-ce qu'on collecte des renseignements personnels sur des citoyens au Québec, on est concerné par la loi 25. Il y a une petite subtilité sur laquelle je vais revenir tout à l'heure qui concerne les renseignements professionnels versus personnels. Il y a une distinction à ce niveau-là, mais si on reste général, si on simplifie pour le moment, du moment où je collecte des renseignements personnels, je suis concernée. Donc, c'est ça, même si je suis une OBNL, même si je suis une association étudiante, du moment où je collecte des renseignements personnels puis que je les garde pour quelle que soit la raison, on est concerné à ce moment-là. Je tiens juste à dire aussi, je ne suis pas avocate, donc j'ai une expertise et moi-même, j'ai dû me conformer au même titre que toi. Je suis la seule personne dans mon entité, dans mon entreprise. Donc, par défaut, je suis le responsable, la responsable. Exact. Mais c'est ça. J'ai une très bonne compréhension de ce qu'est la loi. Il reste que je ne suis pas avocate, que je recommande aux gens aussi d'aller
consulter un Ouais, avocat, absolument. une avocate. Moi, je suis un peu comme l'interprète de tout ça, c'est Exact. l'intermédiaire. Ou est-ce que moi, mon travail, c'est de vulgariser des choses qui, à premier abord, c'est pas super sexy, ça nous tente moins. Mais moi, c'est de trouver des mots puis des analogies dans nos vies réelles pour que ça nous donne un peu plus le goût de se pencher là-dessus. Ouais, exactement, parce que je pense que c'est... puis de plus en plus, tout ce qui est site web, tout ce qui est organisé... Évidemment, en tant que firme comptable, nous, on a de l'information par la nature de nos services. Donc, on en a toujours eu, mais de plus en plus, les gens vont aller collecter de l'information. Par exemple, un commerçant qui vend en ligne va collecter de l'information plus qu'il en aurait collecté avant. Tu sais, si tu as une petite boutique puis que les gens rentrent, achètent un T-shirt, te payent, tu collectes aucune information à ce niveau-là vraiment. Donc, mais les gens maintenant avec le commerce en ligne sont plus vulnérables. Qu'est-ce qui est de l'information confidentielle? Ça c'est une autre question que moi je me suis posé aussi, à quel point où est-ce que le nom d'une personne, le nom d'un client, est-ce que évidemment son numéro d'assurance sociale se lit, mais jusqu'où va l'information confidentielle? Alors là, tu fais un beau lapsus et tu m'ouvres une porte parce qu'il y a une distinction entre renseignement personnel et renseignement confidentiel. C'est deux choses bien différentes là aussi, parce qu'un renseignement peut être personnel, peut ne pas être confidentiel, ne pas être sensible ou peut l'être aussi. Donc, si je fais la distinction déjà entre les deux, un renseignement personnel, c'est un renseignement qui permet d'identifier quelqu'un. Donc, au même titre que, tu le disais, un nom, prénom, une date de naissance, ce sont des renseignements personnels puisqu'ils permettent d'identifier une personne directement ou indirectement. Puis on peut croiser des informations et retrouver l'identité de quelqu'un. Quand j'ai un code postal, plus un numéro de téléphone, plus une date de naissance, tout ça constitue des renseignements personnels. Maintenant, pour la notion de sensibilité, quand j'ai un nom, prénom tout seul, c'est un renseignement personnel, oui, mais c'est pas sensible en soi. Ouais. Parce que, tu sais, un fraudeur, s'il a ça entre ses mains, il va pas faire grand-chose. Un nom, prénom, une adresse courriel, là non plus. Au pire, je vais recevoir un petit peu plus de spam, ça va être un peu plus fatigant, mais c'est pas sensible. Ça devient sensible comme, quand tu le dis, la nature même du renseignement est méga sensible, genre un numéro d'assurance sociale, un numéro de passeport, une pièce d'identité. Ça, c'est un renseignement personnel et en plus, c'est sensible. Mais des fois, ça peut être plusieurs informations jumelées. Un nom, prénom tout seul, on s'en fiche un petit peu, mais nom, prénom, plus date de naissance, plus l'adresse et ainsi de suite. Tout ça ensemble, à la même place, dans le même serveur, sur le même cloud, fait en sorte que si quelqu'un met la main là-dessus, c'est beaucoup d'informations et c'est là que ça devient un problème. Une notion qui est importante avec la loi 25, justement, puis peut-être que je brûle les étapes dans comment j'amène le contenu, mais j'y vais avec écoute, le flow. On est dans une conversation libre. Tu sais, une notion qui est super importante pour nos gens qui nous écoutent, c'est la notion de préjudice sérieux. Alors, il y a plein d'éléments sur lesquels on va revenir, mais une des obligations qu'on avait à mettre en place pour l'année passée, c'est de créer, d'avoir en sa possession un registre d'incidents de confidentialité. C'est vraiment un document, voyez ça comme un fichier Excel. Si les auditeurs veulent un modèle, je peux leur fournir un modèle sans problème, on pourrait les mettre dans les show notes ou quelque chose, mais un registre, c'est tout simplement un fichier Excel où est-ce qu'on vient documenter quand on a eu des incidents de confidentialité à l'interne. Un incident de confidentialité, qu'est-ce que c'est? On a 4 mots-clés qui sont importants dans la loi. Puis je finis toujours par en oublier un. C'est toujours comme ça, la vie, quand on y va de mémoire. Exact. Donc je me concentre. On parle d'un accès non autorisé à un renseignement personnel. Exemple, je me fais pirater ma boîte courriel. Le fraudeur, il n'a pas d'affaire à être là, à la base. Il a accès à une panoplie d'informations qu'il n'était pas supposé avoir accès. C'est un accès non autorisé. Il y a aussi la communication non autorisée d'un renseignement personnel. Donc, j'ai une information, puis là, je la transmets à quelqu'un à qui je ne suis pas supposée la transmettre théoriquement. Ce qui va changer beaucoup la donne en entreprise, c'est qu'on aime bien souhaiter les anniversaires de nos employés. Mais tu sais, à la base, à la toute base, quand je collecte la date de naissance de mon employé, c'est pour des raisons droit du travail, pour du côté RH, pas pour souhaiter l'anniversaire. Si je veux souhaiter sa fête, ça prend une autorisation de sa part qui m'autorise à divulguer cette information-là. Donc, il y a l'accès, la communication, c'est sûr que j'oublie toujours un troisième, c'est sûr. Il y a la perte, carrément, j'ai perdu l'information, donc je ne l'ai plus en ma possession. Puis l'autre, si vous me revient en tête, je rebondirai là-dessus, mais il y a cette notion de communication, de donner accès, puis voilà, le troisième m'échappe. Je prends un exemple, j'envoie un courriel en CC à plusieurs personnes. Là, la question, c'est de dire, OK, j'envoie un courriel à des gens qui peut-être potentiellement ne se connaissent pas entre elles. Est-ce que je suis autorisée à faire ça? Est-ce que je suis autorisée à transmettre ces renseignements personnels à d'autres personnes? J'envoie un courriel au mauvais destinataire. Donc, tout ça, ce sont des exemples d'incidents de confidentialité. Là où est-ce que je m'en allais avec ça? Ah oui, mon préjudice sérieux. J'ai un incident de confidentialité, obligation, je dois compléter mon registre.
Okay. Mon fichier Excel, il faut que je le complète, puis je vous donnerai un modèle. Je disais, non, en fait, ce qu'on a comme information, on doit documenter la date de l'incident, la date qu'on s'en est rendu compte, parce que des fois, entre le moment où c'est arrivé pour vrai et le moment où on s'en rend compte, peut s'écouler quelques jours, quelques semaines. On documente aussi qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi les circonstances, qui sont les personnes concernées. Et là, on doit documenter, est-ce qu'il y a un risque de préjudice sérieux? Un risque de préjudice sérieux, c'est de se dire, l'information qui a fuité, est-ce qu'elle pourrait porter atteinte à la réputation de cette personne? Est-ce qu'elle pourrait porter atteinte à son dossier de crédit? Est-ce que ça pourrait lui faire perdre sa job? Est-ce que ça pourrait, à réputation, j'ai déjà dit, faire perdre sa job? Bon, c'est un petit peu les exemples que je veux donner. Je vais donner des exemples un petit peu plus concrets ensuite. Mais cette notion de préjudice sérieuse, là, elle est importante. Et c'est ça qui va déterminer s'il arrive quelque chose à cette plateforme, s'il arrive quelque chose à mon courriel, est-ce que j'ai un risque de préjudice sérieux? Et si c'est le cas, on a des devoirs supplémentaires. OK, donc, on met dans le registre quand que n'importe quel incident. Oui. Donc, par exemple, moi, je souhaite bonne fête à une de mes employées. Est-ce que c'est un événement que je dois mettre dans le registre? Alors, il y a une différence entre est-ce que je souhaite bon anniversaire à Emeline directement ou est-ce que j'envoie un message dans Teams à toute l'équipe de dire « Hey, c'est la fête d'Emeline aujourd'hui ». Ça, c'est différent. Exactement. Mais admettons, j'envoie un Teams « Bonne fête Emeline, passe une belle journée ». Est-ce que ça, c'est un événement techniquement que je devrais reporter dans le registre ou est-ce que c'est seulement ceux avec préjudice sérieux? Alors non, c'est tous les incidents. OK. Qu'il y ait préjudice ou non, on doit à la toute base documenter. Théoriquement, si on est vraiment by the book, on devrait aussi le documenter. Oui, clairement, oui. Après, comme on disait, c'est pas tous les incidents qui ont le même degré. Puis est-ce qu'on doit le reporter de cette façon-là ou est-ce qu'on doit, ce serait que l'employé dise, écoute, je voulais pas que ma fête... Est-ce qu'il faut qu'il y ait eu une genre de plainte ou est-ce que c'est juste, par exemple, la fête, c'est un peu banal, là, c'est un peu anodin, là, on s'entend. Il y a un certain... surtout, tu sais, on parle d'une PME, mais une dizaine de personnes, c'est pas c'est un peu... mais en surtout plus, avec les réseaux sociaux, puis ça a toujours été... Écoute, la date d'anniversaire, c'est pas quelque chose de super grave, mais par exemple, moi... je veux te mettre en contact avec Nicole au studio, puis je dis Emeline, voici le courriel de Nicole, si jamais tu veux partir ton propre podcast, tu peux le contacter, par exemple. Est-ce que là, si Nicole, il n'y a aucune... Lui, il est content, il dit écoute, j'ai dit ben oui, il dit absolument, je peux t'aider, blablabla. Est-ce que ça, techniquement, j'ai pas le consentement de Nicole, puis j'ai pas ton consentement à toi, mais je vous ai mis en contact dans un courriel comme ça. Ça, c'est un événement qui doit être reporté ou non? Alors, c'est un bel exemple parce que ça concerne des renseignements professionnels. OK, donc à ce moment-là, on est correct. Exactement. Okay. En fait, un renseignement professionnel, c'est un renseignement qu'utilise une personne dans le cadre de ses fonctions, son adresse courriel professionnelle, son numéro de téléphone professionnel. Des fois, c'est les mêmes informations. Donc, c'est là que c'est OK, qu'est-ce qui arrive? Mon comptable, justement, il a une adresse courriel en gmail.com. Est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est perso? En fait, tout dépend de la nature de la relation qu'on entretient avec la personne. Si c'est une relation d'affaires, nous, en tant qu'organisation, on considérera ça comme un renseignement professionnel. C'est pas une raison pour pas protéger cette information, hein, même si la loi 25 embarque plus ou moins. Absolument. Mais là, ça serait différent. Tandis que si, je sais pas, moi, tu veux me mettre... nos enfants vont à la même garderie, puis là, tu veux me mettre en contact avec un autre parent parce que mon enfant a une difficulté, puis que l'autre parent, son enfant a la même difficulté, ou peu importe. Et là, tu nous mets en contact parce que toi, tu as nos deux courriels. Peut-être qu'on va pas être d'accord parce qu'on n'a pas consenti à ce que notre adresse courriel soit transmise, soit communiquée. Ou de moi, j'envoie un courriel à tous mes clients. Je mets tout le monde en CC. Écoute, et ça, tu sais, on l'a vu beaucoup avec le COVID, où est-ce qu'on veut bien faire, on fait un webinaire, on fait une formation, puis là, on invite tous nos clients, on met tout le monde en CC. Ça, septembre 2022... exactement. Mais même pas septembre 2022, donc depuis l'année passée, c'est un incident. Laisser des papiers à une imprimante. Donc, tu sais, il y a tout le côté physique aussi. Je laisse de la paperasse, RH, avec des numéros d'assurance sociale, sur le fax, sur l'imprimante. Si quelqu'un a accès à cette information... C'est un incident de confidentialité. J'ai un exemple parfait aussi parce que c'est à faible volume, mais ça constitue aussi un incident. C'est en entreprise, une personne qui était en arrêt de travail et le billet médical, le gestionnaire l'a mis dans le mauvais drive. Donc, il y a des gens à l'interne qui ont eu accès à cette information aux raisons derrière l'arrêt maladie, et ainsi de suite. Mais ça, c'est clairement un incident de confidentialité et personne d'autre était supposé avoir accès à cette information-là. Donc...
Mais là c'est un bon point aussi que tu apportes que peut-être j'avais pas nécessairement considéré parce que oui, le mettre dans le mauvais drive, faut faire attention puis il faut le dès qu'on s'en rend compte, il faut le reporter dans le registre. À savoir s'il a été consulté ou non. Ça, c'est ça aussi de voir est-ce que ça a été consulté, mais puis il y a des façons de le faire de façon électronique. Par contre, en physique, c'est ça qu'il faut faire attention aussi, dans un espace de bureau où, comme nous, on n'imprime pas beaucoup, fait qu'on n'a pas des imprimantes qui sont sécurisées. Il y a une imprimante centrale, à savoir, faut qu'il y ait une certaine rapidité d'aller chercher l'information, d'aller... fait que ça, c'est quand même un point qui est intéressant aussi, puis de dire, écoute, à quel point est-ce que les endroits sont sécurisés puis cloisonnés pour ne pas que l'information se propage. C'est intéressant ça quand même. C'est beaucoup de repenser. Comme notion. On parlait du consentement. Ça aussi, c'est quelque chose là pour cette année qui est à repenser. Il y a là aussi 4 mots-clés, puis il faut que je m'en souvienne. À partir de septembre 2023, on nous dit que le consentement doit être maintenant manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Moi, ces 4 mots-clés-là, la première fois que je les ai lus, j'étais comme, OK, ils veulent dire exactement la même chose. Ouais, exact. Alors que non, ils ont leur subtilité, bien entendu. Mais tu sais, c'est au moment où est-ce qu'on demande le consentement, que ce soit via un formulaire papier, un formulaire électronique, que ce soit au téléphone, il faut s'assurer que la personne, on a son consentement, donc que ce soit manifeste, qu'elle a expressément donné son consentement, qu'on puisse le prouver même, qu'on ne l'a pas contraint à le donner. Il y a certains, je donne un exemple qui va sortir du cadre, mais dans le domaine de la location immobilier, location de logement, un propriétaire peut demander à faire une enquête de crédit au moment de la location. Ouais. Parfait. Qu'est-ce que j'ai besoin pour une enquête de crédit? Je vais avoir besoin du nom, prénom de la personne, de son adresse actuelle. Généralement, c'est date de naissance. C'est à peu près tout ce qu'on a besoin. Un numéro d'assurance sociale, exemple, ça peut être demandé, mais c'est optionnel, c'est facultatif. Je peux ne pas le donner. Ouais. Par contre, si le propriétaire me dit non, moi, ça me prend ton numéro d'assurance sociale, sinon je fais pas ton enquête, puis t'es discarté. Là, j'ai pas été libre de donner. Il y a cette notion de liberté là aussi. Ouais. Donc, quand l'information est facultative, des fois, t'es obligé. Et toi, dans ton cas, un client veut pas te donner telle information. T'es comme, je peux pas vous servir, je m'excuse. Ouais, j'ai besoin d'informations. Exactement. Donc, ça, c'est différent. Mais quand c'est quelque chose qui est optionnel, c'est là où c'est différent. Puis, pour revenir à notre notion de préjudice sérieux, je disais tout à l'heure qu'on avait un devoir supplémentaire. C'est qu'on doit s'auto-dénoncer au gouvernement. Et je vais préciser, quand je dis gouvernement, c'est pas vrai. On doit aviser la commission d'accès à l'information, qui est le régulateur de cette loi-là, qui va watcher un petit peu où est-ce qu'on en est avec ça, il y a des amendes, il y a des sanctions à la clé, là aussi, qu'on soit conforme, qu'on soit pas conforme, est-ce que c'est de notre faute? Et là, ça amène beaucoup de questions. Et les gens qui nous écoutent peut-être se disent « Ah, mais tu sais, moi, je fais affaire avec Microsoft, je fais affaire avec Google. Tu sais, moi, j'ai rien comme données sur mon ordi. Fait qu'à quel point la loi 25 s'applique à moi? Parce que moi, mes données, elles sont pas chez nous, elles sont chez d'autres. Fait que c'est quoi la responsabilité face à ça? Les paiements, j'ai pas de carte de crédit, tout est chez PayPal. Donc, tu sais, c'est un peu ça la logique. La comptabilité, tout est sur QuickBooks, tout est sur ZooBooks, peu importe. Mais en fait, on a quand même une responsabilité là-dedans. On ne peut pas être 100% déresponsabilisé. Si nos données, les données de nos clients se trouvent à cet endroit-là, c'est parce que nous, on est l'intermédiaire et on a demandé le consentement au client, il a approuvé et puis nous, on fait affaire avec ce tiers-là pour nous aider dans notre travail. Et là, la grande question, c'est s'il arrive un incident de confidentialité, c'est de la faute de qui? Ça vient de quel bord? Parce que si ça vient du côté de QuickBook, que c'est un de leurs employés à l'interne qui a cliqué au mauvais endroit, au mauvais moment, puis qui a tout foiré les systèmes, là, clairement, c'est leur responsabilité à eux. Ouais. Nous, on est quand même des victimes collatérales, parce que c'est quand même nos données à nous, on a quand même des comptes à rendre à nos clients, mais ultimement, c'est pas de notre faute. On a des comptes à rendre quand même. Mais là, c'est pas vrai que c'est juste de leur côté, parce que ça se peut que ce soit moi, à l'interne, un des membres de mon équipe qui a son mot de passe, c'est le nom de son chien, qui a pas son double facteur d'authentification, qui a cliqué sur un lien puis qui a donné de l'information par erreur. Donc, un incident de confidentialité, même quand on fait affaire avec des tiers, peut être de notre faute et on peut être imputable aussi à 100% dans ce cas-là. Donc, il ne faut pas se déresponsabiliser non plus. Puis à ce niveau-là, comment est-ce que Fait 2 points à ce niveau-là. Comment est-ce que comment tu as dit? La commission serait au courant si on doit s'auto-dénoncer? Ce serait s'il y avait une plainte que... Comment est-ce que... Tu sais, si on doit s'auto-dénoncer, on se dénonce pas
parce qu'on veut pas avoir la pénalité. Est-ce que s'il y a une fuite d'informations, par exemple, moi, je mets tout le monde en CC dans un courriel, puis je me dénonce. Est-ce qu'il y a une pénalité à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une pénalité si je m'auto-dénonce pas? C'est quoi les pénalités exactement? Comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs types de sanctions. Après, je pense qu'on va voir dans la pratique comment ça va se faire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'eux aussi doivent ajuster et mettre en pratique. Puis même au niveau de la jurisprudence, il va y avoir des cas, c'est sûr. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit en termes de sanctions, c'est qu'il y a des sanctions à la fois administratives, pécuniaires. On parle quand même de entre 2 et 4% du chiffre d'affaires mondial de l'organisation, donc c'est quand même pas rien. Il y a aussi certaines poursuites où est-ce que c'est je sais plus quelle instance, mais quelque chose. Là, comme par exemple, ça m'échappe. Mais en tout cas, il y a une instance gouvernementale où est-ce que là aussi, il y a des sanctions qui peuvent être imposées. Et bien sûr, il peut y avoir des recours de la part des personnes qui ont été victimes. Ça, on l'a déjà vu dans le passé aussi. Là où est-ce qu'on doit s'autodénoncer, là où est-ce qu'on doit aviser la commission, c'est quand il y a un risque de préjudice sérieux. Donc, notre exemple avec des courriels en CC, c'est un incident, mais personne va mourir ultimement. Enfin, c'est bizarre de dire personne va mourir, mais il n'y aura pas d'impact sur la job de la personne et ainsi de suite. Sur la réputation non plus, à part si c'est un courriel qui a fort potentiel de compromettre la réputation de quelqu'un. Je vais donner un exemple pour ça tantôt. Mais c'est ces cas-là. Selon ce que disent plusieurs experts, selon ce qu'on va voir, puis à voir comment ça va se mettre en pratique, au niveau des sanctions, on va devoir s'auto-dénoncer, comme je dis, on va devoir s'auto-stouler, bien, mais c'est sûr qu'il va y avoir des plaintes. Si on se dit, l'incident, je le communique pas, il y a un risque de préjudice sérieux, mais je le garde pour nous, tout finit par se savoir à un moment donné. Surtout une fuite de données, c'est sûr que les clients vont être victimes, c'est sûr qu'il va y avoir une enquête de d'où est-ce que ça peut provenir et l'information pourra remonter jusqu'à nous. Et à ce moment-là, je pense qu'on va être beaucoup plus gravement punis que si on n'avait rien dit. Et en plus, on était obligé de le dire. Théoriquement, on ne l'a pas fait. Après, est-ce qu'il va y avoir des inspections aléatoires dans nos entreprises? Mon point de vue, ce que je pense, et à voir, on est à risque. Mais à mon avis, ça va être un petit peu comme on le voit avec Revenu Québec. En ce moment, ça va être sur dénonciation. Ça va être parce qu'il y a des plaintes qui nous sont formulées, qu'on ne donne pas suite, puis que là, le client, le citoyen décide d'aller plus haut, d'aller porter plainte directement à la commission d'accès à l'information. Il y a plusieurs domaines d'activité où est-ce que ils ont des pratiques un petit peu so-so. Tu sais, si je te prends l'exemple, encore une fois, de utiliser de l'information. Alors, je ne suis pas supposée, c'était ça, c'est communication, utilisation, accès. C'est mon troisième mot que je cherchais, l'utilisation non autorisée. Exemple, je loue une voiture, je réserve une chambre d'hôtel. Je donne mon adresse courriel à cette entreprise-là pour communiquer avec moi, pour ma réservation, si jamais il y a une annulation ou quoi que ce soit. Je n'ai pas donné mon autorisation à aucun moment pour que tu m'abonnes à ton infolettre. Ça, c'est une utilisation non autorisée. Et ça prend juste une petite case qui permet de cocher oui, non. Et là, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui, c'est mon client, fait qu'il m'a donné le consentement. Non, c'est pas explicite. Et tu l'as pas donné de façon manifeste. Puis, Puis là, ça, nous, on regardait justement dans toutes les subtilités de l'utilisation implicite, le consentement implicite. Il y a certaines règles par rapport à comment récemment t'as utiliser les services, puis en tout cas, il y a plein de règles, il y a plein de critères pour justement baliser cette utilisation-là. Mais moi, ma question, parce que moi, en passant à travers le processus, c'est ça qui m'était pas clair, c'était de dire les pénalités, les sanctions, est-ce qu'ils s'appliquent lorsqu'il y a des manquements sérieux? Est-ce que les sanctions s'appliquent quand on s'auto-dénonce, ou est-ce que c'est au moment où il y a une plainte, ou est-ce que s'il y a un manquement qui... Donc, est-ce que la sanction, c'est pour ne pas avoir fait la déclaration, pour le fait de l'avoir déclaré? Parce que, par exemple, je sais pas, on se fait pirater. Nous autres, notre serveur se fait pirater. On a quand même des trucs mis en place pour protéger le serveur, mais malgré tout, c'était pas suffisant. Ils ont quand même réussi à rentrer. Ça arrive, malgré que un courriel d'hameçonnage ou peu importe. Là, on le déclare. Si on le déclare qu'il y a eu une fuite ou qu'il y a eu un piratage, est-ce que là, la sanction arrive maintenant, même s'il n'y a pas eu de... peut-être qu'ils sont rentrés, ils n'ont rien pris, ou ils ont vu, ils ont collecté l'information, mais il n'y a eu aucun préjudice à ce moment-là. Il y a eu un préjudice, mais il n'y a pas eu d'impact sérieux.
si l'autodénonciation résulte en une sanction immédiatement, ben c'est sûr que y en a beaucoup qui vont être portés à ne pas s'autodénoncer. Donc, c'est un peu de dire, est-ce que vous voulez qu'on s'autodénonce ou est-ce que vous poussez les gens un peu à mettre ça sous le tapis? Mais ouais. Ouais, c'est ça qui, moi, je trouvais bizarre. Puis tu sais, moi, en tant que consommateur, si mon adresse courriel fuit ou mes informations, il y a une fuite, j'aime mieux le savoir préalablement, quitte à essayer de me protéger, d'aller chercher, d'être plus vigilant, de faire attention. Mais je dis si la sanction. C'est pour ça que moi, j'espérais que tu me donnais une réponse plus claire. Je comprends que c'est pas l'information n'est pas nécessairement disponible ou très évidente. Fait que c'était ça ma question, de savoir, écoute, comment est-ce qu'ils vont faire pour encourager, de mettre des incitatifs pour que les gens s'autodénoncent sans non plus les pénaliser directement pour être à leur affaire, puis que ce soit ceux qui s'en foutent un peu, qui Ben oui, puis tu sais, la grande question là-dedans aussi, ça va être, est-ce qu'il y a eu de la négligence de la part de l'organisation? Parce que toi, tu disais dans votre cas, vous avez des choses en place, vous êtes capable de justifier de ces choses-là, puis de toute façon, les attaques, les piratages, je sais pas, est-ce que ça va arriver? On le disait la dernière fois, quand est-ce que ça va arriver? Exactement. Donc ça va arriver à n'importe quel moment, mais au moins on est en mesure de prouver qu'on a mis des choses en place, puis qu'on a essayé de limiter le risque en tout cas, donc ça va peser dans la balance. Moi, je pense pas que, vous vous êtes dénoncé, ben voici l'amende associée. Il va y avoir une enquête et une réflexion de leur côté à savoir qu'est-ce qui est arrivé, combien de temps ils ont réagi, est-ce que ça fait 3 fois que ça arrive. Donc, tout ça va aussi peser dans la balance. Et puis, au même titre qu'on devrait informer la commission d'accès à l'information, ça va être important dans la même veine d'informer les personnes concernées, comme tu disais, pour qu'elles puissent mettre des alertes de fraude à leur dossier de crédit ou qu'elles puissent prendre des actions aussi. Donc oui, clairement. Je vais donner un exemple de risque réputationnel, parce que des fois, c'est moins évident. Tu sais, quand on pense vol d'identité, fraude, ça fait du sens. Mais je donne un exemple, c'est le meilleur exemple que je peux donner pour illustrer ça. On a eu, en 2015, une fuite de données chez un site de rencontre. Vite comme ça, tu dis un site de rencontre, c'est pas très grave. Sauf que ce site de rencontre, Ashley Madison, était très connu et reconnu pour encourager les aventures extra-conjugales. Fait que tu sais, ultimement, quand il y a une fuite de données sur cette plateforme, on s'en fout de savoir c'est quoi comme information qui a fuité. Juste d'être capable d'associer une personne, un courriel à un individu. Il y a des gens qui ont perdu leur job dans ce lot-là parce que tout de suite, ça met une étiquette, tout de suite, ça met l'information. Pareil, si on a des gens qui nous écoutent, qui sont dans le domaine de la santé, tout ce qui touche la santé mentale, la santé physique, c'est des informations plus sensibles qui pourraient porter préjudice à la personne auprès de son employeur, auprès de son logement, les gens qui ont des casiers judiciaires. Donc, toutes ces informations-là, c'est à garder précieusement si on y a accès. Parce que si ça fuite de chez nous, ça nous échappe, ça va avoir des impacts sur la vie de la personne. Ouais, puis c'est ça, puis c'est un peu, les gens peuvent aller regarder le premier podcast qu'on avait fait, mais c'est ça aussi ma question, où il y a une certaine ambiguïté de dire qu'est-ce qui est raisonnable, tu sais, à quel point, où est-ce que, tu sais, si, tu sais, nous, dans l'exercice de nos fonctions, on a quand même des procédures assez rigides parce qu'on a quand même de l'information qui est très confidentielle, mais évidemment qu'on n'est pas parfait. Il y a des trucs où, tu sais, le meilleur, on pourrait toujours s'améliorer. Peu importe combien qu'on en fait, il y a toujours des endroits où est-ce qu'on est plus vulnérable, où est-ce qu'on pourrait plus s'améliorer, ou de faire comme une espèce d'évaluation de où sont nos faiblesses. Comme le meilleur des exemples, c'est s'il y a un courriel qui rentre, puis que j'ai un de mes employés qui répond au courriel ou qui clique. Tu sais, si tu peux avoir le plus gros coffre-fort, si tu ouvres la porte, il y a plus rien qui te protège. Donc, mais c'est à savoir à quel point est-ce qu'on pourrait être pénalisé parce qu'un employé, par exemple, a ouvert la porte, a laissé toute l'information couler. Fait que c'est à savoir comment est-ce que c'est raisonnable. Si tu fais des formations pour tes employés, mais il n'y a rien tu peux pas les contrôler. Là, à un moment donné, mais au moins, tu fais la démarche de les former. Exactement. Parce qu'il y a des entreprises qui ne forment pas du tout leurs employés. Fait que là, le jour où il y a un incident qui arrive, qui est comme « t'es out, je te fous dehors parce que mais j'ai pas été accompagné pour vous aider. Il faut m'aider à vous aider aussi. » Mais c'est ça. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de balise qui dit à quel point, qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis comme tu l'as dit, ça va être de la jurisprudence. Beaucoup de dire comme à quel point est-ce que c'était les attentes là, envers ce que l'employeur devait faire ou ce que la société devait faire. Mon autre question est-ce que, puis tu en parlais un peu, quand on utilise des tiers parties,
c'est la loi est au Québec. Mais à quel point est-ce que les géants du web, est-ce que les QuickBooks, les Google sont un peu pris avec ça? Est-ce qu'eux aussi sont assujettis? J'imagine que oui, mais à quel point est-ce que le gouvernement du Québec et la Commission va avoir une poigne sur leurs opérations? Tout à fait. Mais tu sais, l'avantage qu'on a au Québec, c'est que là, on arrive quelques années après le RGPD en Europe. Ouais. Que toutes ces grandes entreprises-là, qu'elles soient européennes, qu'elles soient américaines, ont déjà été préparées à tout ça, puis doivent se conformer quand même au RGPD, GDPR en anglais. Donc, c'est un petit peu l'idée où est-ce qu'on arrive après. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont conformes dans ce sens-là. Donc, ça, c'est rassurant. Puis même, il y a une des exigences, au niveau de la loi 25, une recommandation plutôt, on nous dit qu'idéalement, on devrait faire des évaluations. Alors, EFVP, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Quand on a, exemple, des données qui sortent du Québec, on devrait faire une évaluation pour valider si est-ce que c'est positif ou négatif, là où est-ce que vont être les informations, est-ce que c'est sécurisé autant que c'était resté au Québec. Il y a toute cette réflexion-là aussi à avoir. Mais tu sais, des fois, entre une entreprise au Québec, mais qui protège nos données versus faire affaire avec Microsoft, dont les serveurs sont plus au Canada, ou même Google qui sont aux États-Unis, c'est quand même des entreprises connues, reconnues et quand même solides. Donc, il y a cette balance-là à faire. Mais oui, théoriquement, n'importe quelle entité qui collecte des renseignements au Québec, je pense à McDo, par exemple, ils ont des succursales, pas des succursales, mais des restos au Québec, ils devraient se conformer à la loi 25, clairement. Ouais. Non, mais c'est ça parce qu'il y a des... Je sais que nous, par l'ordre des CPA, on est obligé de stocker nos données au Canada. Ils peuvent pas être stockés ailleurs, mais il y a des... de stocker nos données ou d'avoir des fournisseurs justement où les serveurs sont à l'étranger. Des fois, ça peut être quelque chose d'aussi anodin que un CRM qui est pas, c'est pas des... On n'a pas l'obligation nécessairement, je crois, que ce soit que leur base de données soit stockée au Canada, mais quand même, est-ce que s'ils sont à l'extérieur, est-ce qu'ils sont assujettis? C'est ça la question aussi, c'est de dire que de voir notre évaluation du risque, ça peut être une très bonne chose à faire, là, comme tu l'as dit. Autre petite question par rapport à la loi 25, là, tu as dit, fait que là, c'est septembre 2023. Donc, on devait déjà avoir le rapport en 2023. Après ça, en 2022, excuse-moi, le registre. Le 2023, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est le gros du travail là, qui arrive? Là? C'est quoi les... Qu'est-ce qui a besoin d'être fait? Je sais que tu as déjà la réponse. c'est quand même un peu décourageant, mais j'ai quand même une solution pour nous. Le gros de la job, là, 2023, on rentre dans la phase de la paperasse. C'est vraiment de la paperasse. On doit faire rédiger une politique de confidentialité pour notre site web. Si on n'a pas de site web, on doit quand même avoir une politique de confidentialité et la rendre accessible par tout autre moyen approprié. Genre, si quelqu'un me la demande, il faut juste que je lui donne accessible. Ouais. Donc, elle doit exister. Cette politique de confidentialité, c'est quelque chose, c'est l'aspect beaucoup très très légal finalement. Je déconseille généralement les gens de la rédiger par eux-mêmes, quoi qu'il y a certains modèles, certains paragraphes qu'on peut quand même trouver facilement en ligne, mais c'est pour avoir une meilleure compréhension. C'est tellement propre à notre organisation. Là-dessus, on a qu'est-ce que vous collectez, qu'est-ce qu'on collecte comme renseignements personnels. Voici la liste. Pourquoi? C'est quoi les outils qu'on utilise? C'est quoi les partenaires avec qui on va partager de l'information? Donc, c'est très propre à notre organisation, même si on peut trouver des phrases type pour la durée de conservation, pour d'autres modèles. Mais ça, c'est un gros morceau sur lequel faut se mettre. Et aussi, on a beaucoup de procédures internes à mettre en place. Donc, des procédures internes du type, c'est quoi notre procédure de conservation, destruction, anonymisation des renseignements personnels? Quand on a quelqu'un qui nous formule une plainte, quand on a quelqu'un qui nous fait une demande d'accéder à ces informations, qu'est-ce qu'on fait? Étape numéro 1 pour tout le monde, s'il vous plaît. Authentifier cette personne. J'ai une histoire d'horreur, pour vrai. Ou est-ce que quelqu'un qui n'avait pas encore de processus nécessairement en place, puis qui reçoit sa première demande d'accès, puis elle est toute paniquée, et comme, OK, je veux vraiment bien faire, fait que je lui envoie. Elle n'a pas authentifié la personne, puis elle a envoyé ça à un fraudeur direct. Ouais. C'est horrible. Moi, ce qui me fait le plus sursauter, là, c'est toujours quand tu reçois un appel de Revenu Canada, de Revenu Québec, puis il dit, bonjour, je vous appelle M. Therrien au sujet de tel client, je vais vous authentifier. Je dis, allô? Non. Je dis, non, c'est vous qui m'avez appelé. Si c'est vous qui m'avez appelé, je vais... vous savez je suis qui, vous avez mes informations, vous savez je suis qui, moi je sais pas. Fait que c'est toujours ça, mais écoute, c'est leur procédure, puis je me suis obstiné avec eux pendant
tellement de temps, puis il n'y a rien à faire parce que eux, écoute, je parle pas au PDG là, de Vidéotron, là, je parle juste à quelqu'un au support technique ou quelque chose dans le genre. Mais absolument, moi, je raccroche, je rappelle, puis je dis, j'ai parlé à telle personne, puis dans bien les cas, ils n'ont aucune idée qui nous a appelés, juste, tu sais. Fait que des fois, ça peut devenir compliqué, mais c'est des pratiques, justement, qui sont assez courantes. De dire comme, je vous appelle, je vais vous authentifier, je vais vous demander. Fait que c'est toujours de dire, écoute, non, moi, je vais rappeler ou donnez-moi votre poste, puis je vais vous rappeler, tu sais. Mais Mais je trouve ça dommage qu'en 2023, il y a encore des choses comme ça qui se font. Alors qu'à l'inverse, un courriel dit on vous renverra jamais d'informations, jamais de lien par courriel, connectez-vous à votre espace en ligne directement. Et que par contre, qu'au téléphone, il y a encore des situations comme ça qui arrivent. Je trouve que ça contribue à nous mêler, à nous mélanger et à pas avoir la bonne attitude au bon moment. Là, le filon qui est beaucoup exploité par les fraudeurs en ce moment, c'est de t'appeler et de te faire croire qu'il y a une fraude sur ton compte. Fait que là, tout de suite, t'es en mode panique. T'es comme, comment ça? Non, c'est pas moi qui a fait cette transaction. Donc, tout de suite, ça s'est déconstruit, ça défait des barrières psychologiques, puis on est beaucoup plus friand à aider dans la situation, alors qu'il n'y a pas de fraude, c'est juste qu'elle va être commise si on va un peu plus loin. Puis des fois, c'est drôle aussi de voir certaines informations qui vont t'arriver, tu sais, de dire, par exemple, on va m'appeler, on va dire comme, j'appelle de chez Desjardins, mais j'ai pas de compte Desjardins. C'est facile, comme je raccroche. Mais des fois, ils vont dire, vous êtes avec la Banque nationale, vous êtes avec la BMO, vous êtes avec la RBC. Puis là, tu dis, OK. Là, t'écoutes, t'attends. Ou les remboursements, comme, vous avez reçu un remboursement, vous avez un solde à recevoir, solde créditeur, ou peu importe. Tu sais, mais des fois, par le fait qu'on a peu de banques au Canada, tu sais, il y en a quoi? Il y en a 7, 8, des grandes banques. Tu sais, la plupart, tu vas... Tu sais, 1 sur 7, tu vas y arriver, là, tu vas toucher quelqu'un. Donc, c'est sûr que ça peut paraître comme s'ils ont l'information, mais tu sais, des fois, ça peut être une situation où tu dis, j'appelle concernant votre paiement de REER. J'appelle la banque BMO. Tu dis, OK, mais là, tu t'appelles entre le 31 décembre puis le 28 février. La grande majorité des gens, s'ils sont avec la banque, peut-être qu'ils ont fait un peu... Fait que des fois, ça peut paraître comme si, mais c'est juste par hasard. Donc, ça c'est des trucs qui peuvent arriver trop souvent, malheureusement. Là. Donc, morale de cette histoire, authentifier les gens avec qui on parle au téléphone, avec qui on écrit par courriel. Donc, si vous recevez une demande de quelqu'un qui veut accéder à son dossier, qui veut accéder aux renseignements qu'on a à son sujet, authentifier la qu'on Donc, c'est quelque chose qu'on devrait avoir dans une procédure. Puis des fois aussi, les questions que moi, à l'inverse, je trouve des fois pour les questions de sécurité qui te demandent, c'est des questions qui sont tellement faciles à répondre que tu pourrais répondre, te faire passer pour moi. Tu sais, admettons, par exemple, je dis, OK, j'appelle de chez Terrain CPA. J'appelle pour Terrain CPA, blablabla. Ils vont dire, OK, quel est votre nom? Bon, Christophe Terrien, tu sais, évidemment, je suis un des 2 associés. Ça, tu sais, OK, parfait. Puis sur le registre d'entreprise du Québec aussi, il y a plein d'informations. Ils vont demander ton adresse. C'est public. Ils vont demander ton numéro de téléphone. Pas si compliqué à aller chercher. Ils vont te demander des trucs des fois où est-ce que t'es comme tu sais, admettons avec Vidéotron, on va dire quel service vous avez chez nous. Puis là, t'es comme, OK, tu dis Internet, téléphone. T'sais. Quel est le nom de jeune fille de votre mère? Mais non, même pas. Des fois, ça va même pas jusque-là. C'est mais ça, c'est quand même so-so aussi en termes de questions-réponses. Puis tu dis, OK, bon. Puis là, ils sont comme, OK, parfait, qu'est-ce que je peux faire pour vous, M. Terrien? C'est tout? Genre, il n'y a pas d'autres questions. Puis je comprends des fois qu'ils n'ont pas accès à tant d'informations que ça non plus. Mais tu sais, de dire, OK, si tu dois m'identifier, c'est que... Tu sais, une coche au-dessus. Et tu me permets de faire la distinction entre identifier et authentifier quelqu'un. Moi, depuis le début, je parle d'authentification, mais tu me permets d'ouvrir la porte pour dire ce que j'entends par là. Identifier, c'est comme tu dis, d'identifier la personne avec des informations identifiables. Donc, c'est quoi ton adresse? C'est quoi ton numéro de téléphone? C'est quoi le nom d'une fille de ta mère? C'est des choses que sont facilement accessibles sur Internet, comme tu le dis, avec le registre des entreprises. Toute l'information est accessible. Authentifier quelqu'un, c'est d'envoyer un code par texto. Ça, comme toi, tu le disais tout à l'heure, je raccroche et je rappelle, comme ça, je m'assure de parler à la bonne personne. Donc, tu sais, je donnais l'exemple justement d'envoyer un code par texto, ou bien des fois, on n'a pas les possibilités informatiques de le faire, mais on peut très bien poser des questions un peu plus complexes, comme tu disais, de dire, monsieur, madame, quel est le solde de la dernière facture? Je suis dans le domaine médical, quel est le nom de votre médecin? Tu sais, d'y aller avec des informations comme ça où c'est un peu moins probable que le fraudeur, il ait ça entre ses mains. C'est pas improbable,
probable, mais c'est beaucoup moins probable que juste une adresse et ces informations-là. Donc, c'est la distinction vraiment que je fais entre les deux. Pour revenir au niveau des procédures, parce que je n'avais pas fini ma liste de toutes les procédures à mettre en place. Ça prend aussi des procédures qu'on a mettre en place à l'interne là, pour septembre. Pour exemple, quelqu'un vous écrit et dit « Hey, toutes les informations que tu as sur moi, je veux qu'on les supprime. » OK, une minute. Il faut que je vérifie. C'est quoi ma procédure à l'interne pour valider? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est recevable? Est-ce que je le fais pour vrai? J'ai peut-être des raisons de refuser aussi. Tout ce qui touche les procédures pour j'ai un employé qui quitte. Mais qu'est-ce que je fais à l'interne? Oui, je récupère les ordis, mais il faut révoquer les accès. Il faut peut-être signer une attestation au départ de l'employé, comme quoi il a remis l'entièreté des biens, des choses qui vous appartiennent. Donc, c'est dans ce sens-là où est-ce que ça nous prend des procédures internes. Alors, j'ai une bonne nouvelle à annoncer aux gens. C'est que moi, je suis le genre de personne qui déteste faire travailler les gens individuellement sur exactement la même chose. Tu sais, ces procédures internes-là, elles vont être adaptées dans nos business, mais on peut avoir un modèle, un canevas qui s'adapte. Tu sais, quand j'ai un employé qui quitte, j'ai un employé qui quitte. C'est le même checklist. Exact. Tout à fait. Donc là, je suis en train de développer des modèles avec une avocate qu'on va rendre accessible publiquement, gratuitement, d'ici la fin du mois d'août, début septembre. Tu sais, parce que j'aime mieux que, surtout que moi, mes clients sont des petites entreprises, sont des OBNL. C'est pas ça leur zone de génie de 1, ça leur tente pas. Puis, tu sais, on est dernière minute. Aujourd'hui, je parle avec une entreprise que même eux, leur responsable de la protection des renseignements personnels n'est même pas encore nommé. Ça, on n'en a pas parlé, on pourra faire un retour là. Mais ça, c'est quelque chose qui était à mettre en place pour l'année passée. Exact. Et ils n'étaient même pas encore au courant. Et ce qu'il faut savoir avec le responsable, c'est que par défaut, il y a quand même quelqu'un dans nos organisations qui occupe ce rôle. Ça, c'est la plus haute autorité de l'organisation. La personne avec qui je parlais ce matin, c'est une OBNL, et la plus haute autorité, c'est la présidente du CA. Fait que là, on a quelqu'un qui occupe ce rôle sans le savoir. Exactement. Donc, étape 1, il faut lui dire, de 1, puis ensuite déterminer est-ce qu'on le délègue à quelqu'un d'autre à l'interne, à la direction générale, et ainsi de suite. Mais ça, c'est beaucoup d'organisations sont même pas encore au courant que la loi 25 existe. Fait que je me dis, si on peut les aider, donner un coup de pouce et un coup de main en rendant accessibles ces procédures-là... Ouais, non, absolument. Puis ça prend beaucoup de temps à développer toutes ces procédures. Puis, tu sais, même parlant de développer des procédures, tu parlais un peu de la durée que tu conserves les données. Puis, tu sais, nous, on a dû se poser la question de dire, parce qu'il y a des trucs qu'on a depuis... écoute, la firme existe depuis 91, il y a des trucs qu'on a depuis 91, là, tu sais, qui ont été numérisés puis qu'on garde. Mais tu sais, c'est de savoir exactement, OK, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps qu'on les garde? Si on dit qu'on les garde, tu sais, à tout jamais, ben là, après ça, évidemment, je pense que le plus qu'on en garde, le plus qu'on se met à risque de garder l'information. Mais après ça, c'est de faire une procédure aussi où est-ce que tu dis, OK, mais il y a des trucs, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on les a? Donc, tu sais, je peux pas dire, ben ça, c'est plus de 10 ans, parce que je l'ai pas, mais là, c'est OK, bon, ben à partir de maintenant, tout ce qu'on a à partir de maintenant, on va le garder 10 ans. Fait que dans 10 ans, là, on va avoir comme première batch de suppression des données. Ça va être un gros enjeu. Pour de vrai, c'est un gros enjeu, ça, la destruction des renseignements qu'on a à disposition, parce que ce que dit la loi, c'est qu'on peut plus garder ça pour la vie. Non, exact. Un renseignement personnel, ça a une durée de vie, on peut pas garder ça pour toujours. La loi nous met pas vraiment de balises supplémentaires, ils nous disent juste détermine des délais, respecte-les, mais ils nous mettent vraiment pas de balises. Donc moi, habituellement, en formation, ce que je recommande aux gens, c'est allez-y avec les délais légaux qu'on a habituellement. Souvent, on voit un 7 ans. Il y a certains ordres professionnels, comme je pense aux arpenteurs géomètres. Eux, ça peut être un petit peu plus long. Ils ont certains trucs même à perpétuité les concernant. Fait ça dépend de nos ordres professionnels. Après, et c'est dans ce qui est cohérent. Je parlais dernièrement avec des gens dans le domaine de la construction. C'est sûr qu'eux, ils sont un peu plus à risque de litige. Donc, ils peuvent pas garder ça peut-être juste en 7 ans. Il faut qu'ils gardent ça quand même peut-être un peu plus long, un 10, un 15, un 20 ans, admettons. Mais c'est justifié. Ça fait du sens. Donc, parfait. Il faut juste nous le documenter à l'interne, de dire ce type de document-là, ce type de renseignement personnel, on le garde tant de temps. Donc, il y a des choses qu'on peut garder plus long qu'un 7 ans que je balise, qui est notre moyenne. Il y a des choses que je peux garder moins longtemps aussi. Je prends l'exemple d'une compagnie de théâtre qui fait plusieurs voyages à l'étranger et qui collecte, admettons, on a un événement en Pologne, je sais pas moi, et on collecte on recueille le passeport. Une photocopie du passeport d'un employé pour acheter le billet d'avion. Garde pas ça pendant 10 ans, garde pas ça pendant 5 ans, garde ça 3 mois après le voyage, au pire, mais on s'en débarrasse ensuite. C'est pas si compliqué à aller rechercher l'information plus tard. Exact, puis c'est de l'information tellement sensible.
tellement sensible. Puis là, pour nous, en organisation, c'est une nouvelle exigence au niveau du REC, du registre des entreprises du Québec. On va devoir fournir des pièces d'identité, des actionnaires, des administrateurs. Donc ça aussi, c'est comme, OK, comment on va leur transmettre de un? Est-ce qu'on le conserve? Moi, ma recommandation, c'est non. Tu fais le transfert, puis gardez pas ça dans vos dossiers. C'est de l'information qui dort, qui est super sensible. Et je vois aussi beaucoup ça avec les spécimens de chèques. On va avoir tendance à garder les spécimens de chèques, mais déjà, c'est zéro utile. Parce que du moment où est-ce qu'il est enregistré dans mon accédé ou dans ma plateforme, mon compte, il n'y a plus besoin. Je le garde 3 mois après le premier paiement, admettons, mais je peux faire un ménage de temps en temps. Donc, c'est vraiment c'est un travail de cartographie d'une certaine façon, de savoir, qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je l'ai et combien de temps je le garde. Et comme ça, quand j'ai cette balise de combien de temps je le garde, effectivement, il y a peut-être un ménage annuel à ajouter dans nos procédures. Ouais, exact. Un genre de ménage. C'est ça que nous, on commence à faire, là, de dire, écoute, dans 1 an, là, va falloir que... va avoir des trucs qui vont venir à échéance, ou de faire toute la liste de suppression des données, d'archivage, Puis ça va nous amener des défis aussi, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a certaines plateformes. Je pense, exemple, toi, dans le domaine de la compta, mais tu sais, Sage 50, je pense, mais tu peux pas vraiment supprimer pour toujours de l'information de cet endroit-là, sans peut-être communiquer avec les programmeurs. Donc, tu sais, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je sais qu'il y a certaines plateformes comme ça où il n'y a pas un bouton supprimer. Non, exact. Donc, comment on fait? À ce moment-là, il faut que les plateformes, il faut que nos fournisseurs s'adaptent aussi à la loi et nous permettent de pouvoir supprimer l'information chez eux. Parce que sinon, ça reste pour toujours aussi. Ouais, non, c'est sûr que, tu sais, là, maintenant, avec l'avenue des trucs sur le cloud, de savoir comment est-ce que, tu sais, si t'as de l'information qui date, là, Non, c'est un super bon point, là, de regarder puis de voir... tu sais, puis il y a des trucs aussi, en tant que comptable, qui nous sont confiés. Oui. Tu sais, comme le livre des minutes. On a des livres des minutes de gens écoute, ça fait peut-être 30 ans que... Ouais. Que le livre des minutes existe. Depuis quand que nous, on l'a en notre possession, ça, je sais pas, mais tu sais, c'est de voir exactement, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec, combien de temps tu gardes, si la personne te l'a confié, si nous on a des originaux, combien de gens, même après que le client part, tu vas te dire comme, combien de temps est-ce qu'on garde l'information, c'est toute une... Mais ça, c'est un bon point que tu amènes. Je veux peut-être insister là-dessus pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est pas vrai que, admettons, j'ai de l'information pendant, mon délai de conservation, admettons, c'est 10 ans, puis qu'au bout de 10 ans, je supprime tout. C'est plus subtil que ça. Tu l'as mentionné, c'est de dire, c'est 10 ans après que la personne n'est plus cliente. Tu sais, le compte à rebours commence à partir de la fin de contrat, de la fin de mandat, peu importe. C'est à partir de là que le compte à rebours de 10 ans commence. Parce que si une personne est encore cliente, je ne peux pas supprimer ses renseignements personnels, j'en ai encore besoin. Elle fait encore partie de notre... Ouais, non, puis écoute, c'est aussi de dire certaines informations que nous, on garde, par exemple, qui sont annuelles. À tous les ans, à tous les mois, on reçoit un relevé bancaire, des trucs comme ça. Fait qu'on a une quantité énorme d'informations, puis c'est pas une mauvaise chose non plus, là, de faire le ménage de... Ça nous donne une bonne opportunité des fois de dire que, OK, nous, on garde seulement, de mettre en place une politique, de dire, OK, après tel type de document, on garde ça 1 an. Après ça, écoute, toi, fais ta propre sauvegarde. Là. On n'est pas, des services d'archivage non plus. Tout à fait. Tout à fait. Et ça va soulager aussi les serveurs et toute la quantité d'espace, parce que on est beaucoup dans le numérique maintenant. Quand c'était des pièces d'archives papier, ça prenait de l'espace, mais en fait, ça prend le même nombre d'espace. Enfin, pas théoriquement, mais on ne parle pas beaucoup de la pollution numérique. Et pourtant, ça a un gros impact. Tous les serveurs, on a de l'espace de stockage, les courriels, on a je sais pas combien de courriels, mais tout ça, ça pèse très, très lourd. Et tout ça, ça contribue un peu au réchauffement climatique et ainsi de suite, parce qu'il y a des vraiment serveurs. Oui, on voit rien, on a juste notre ordi, puis il n'y a pas de fil nulle part, mais il y a quand même des gros serveurs qui polluent, des trucs qui chauffent et qu'il faut refroidir parce que ça chauffe trop. Absolument. Et c'est beaucoup d'énergie, là. Absolument. Puis il y a un coût à ça aussi. Là, nous, on a la copie locale, puis qui est très peu cher à stocker. C'est des PDF, là, c'est rien de gigantesque, mais après ça, une fois quand tu fais un backup sur le cloud, puis que là, tu as un backup journalier, écoute, ça va vite, tu as besoin de beaucoup d'espace, puis il y a un coût à ça aussi, là, éventuellement, là, de dire c'est pas donné, là, à un moment donné, il y a quand même un certain ménage à faire à ce niveau-là. Dernière petite question, là, pendant que je t'ai encore, est-ce qu'il existe des... Comment dire, est-ce qu'il existe un peu des solutions ou des passe-droits
pour les très petites entreprises? Ou comment est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce qu'on est tous égal à même... Il n'y a pas de dire, OK, bon, ben, tu sais, comme toi, Emeline, t'es seule. On peut pas s'attendre à ce que tu rédiges une politique de confidentialité. Mais oui. OK. Donc, il n'y a pas de rien. Fait que, désolé à tous les auditeurs qui écoutent ça puis qui... pour passer à la prochaine semaine. Mais comme tu l'as mentionné un peu, je pense que tu essaies de mettre en place des modèles pour que... Exact. Pour qu'on puisse se concentrer sur notre vraie zone de génie. Mais d'ailleurs, je porte à l'attention de nos auditeurs, il y a un beau programme qui existe, maloi25.ca. Si les gens regardent ça, c'est une initiative. Ils ont réussi à aller chercher des subventions. Donc, je sais peut-être pas les termes exacts, mais ils ont réussi à aller chercher des sous pour pouvoir accompagner les petites entreprises. Ils offrent plusieurs volets, sensibilisation, formation, accompagnement, à vraiment des prix super intéressants. Moi, je suis une des formatrices reconnues, accréditées. Donc, si les gens veulent que ce soit moi, avec plaisir. Mais c'est vraiment, c'est par INSECEM, qui est vraiment une grappe d'entreprises en cybersécurité. Eux, c'est une OBNL. Et donc, voilà, ils ont réussi à aller chercher des sous pour que ce soit facilité, tout ça. Donc, c'est vraiment un beau programme. J'invite les gens à aller regarder, vraiment. Parce que, écoute, parce que juste même nous, de notre côté, quand on l'a regardé au début, c'est énorme là, pour certaines personnes là, de tout rédiger ça. Si t'as pas les moyens, si t'as pas le temps, j'imagine pas être seul. Moi, j'ai pas eu à la rédiger moi-même. Là, je suis très content, mais si t'as personne d'autre à l'interne, ça peut être c'est quand même très, très, très volumineux. Là. Donc, écoute, merci beaucoup, Emeline. Je pense que ça éclaire pas mal les gens sur la loi 25. J'espère que les gens vont bien s'en tirer, puis que, de fil en aiguille, ça va quand même assez bien une fois que tu t'y mets. C'est pas si compliqué que ça, c'est très, très, très méticuleux. Mais si jamais les gens ont des questions, juste répéter aux gens où est-ce que les gens peuvent te contacter si... Oui, certainement. Puis peut-être que je ferai un mini checklist rapide pour résumer aux gens qu'est-ce qu'ils devraient faire à court terme. Vas-y. Pour me rejoindre, je suis très accessible sur les réseaux sociaux. Juste à taper Emeline Manson, il y en a juste 2 dans le monde, donc il y a de bonnes chances que ça tombe sur moi. 50%. Il y en a une à Marseille, en France, et moi, je suis à Montréal. Donc, Emeline Manson Cybersécurité. On est sur YouTube, on a plein de petites capsules vidéo. On est sur LinkedIn, on partage vraiment 3 fois par semaine du contenu. Donc, beaucoup, beaucoup de sensibilisation. C'est ce que je fais dans la vie, c'est donner de la formation vulgarisée. Donc, on est disponible. J'invite aussi les gens à nous suivre pour avoir justement les modèles de procédure comme on disait. Je vais sortir l'info bientôt. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place à court terme, loi 25, assurez-vous d'avoir nommé votre responsable responsable de la protection des renseignements personnels. On n'a pas regardé dans le détail, mais vous allez trouver l'info sur le site de la Commission d'accès à l'information. Sinon, donc, mon checklist, je me concentre. Responsable de la protection des renseignements personnels, de s'assurer d'avoir un registre d'incidents de confidentialité. Ça, c'était pour 2022. Là, ce qui s'en vient, les procédures à mettre en place, mais mettez pas d'énergie là-dessus, je vais vous fournir des modèles. La politique de confidentialité à rédiger, puis ensuite toutes les réflexions à savoir, au niveau des renseignements personnels, qu'est-ce que j'ai, où est-ce que c'est, comment c'est protégé, qui y a accès. Ces réflexions-là, combien de temps on garde ça? Ces réflexions-là vont être importantes aussi. C'est génial. Écoute, j'aurais tellement aimé qu'on ait cette discussion il y a 3-4 mois, mais écoute, mieux vaut tard que jamais. Merci beaucoup, Emeline, pour ta présence au podcast. Merci à toi pour l'invitation. Toujours un plaisir.